Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Médiatique, votre nouvelle émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez, chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de Radio AG 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant 2 heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission 5 étoiles, chapeautée par nos chroniqueurs, Jalal Bouabdallah et Karim Moubarak, avec comme invité exceptionnel, Monsieur Karim Bibi Teleki, le ministre de la Poste et des Télécommunications. Et tout ça et bien autre chose encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. أنا الكاوي بكي مخفي كيف ذات ما برالي أيلي ومالي بعد لنكويت وبكيت جراحي طالو يحيى وحتى يهولوني ونعود نسهر الليالي أيلي ومالي جراح الحب والهوى والهجرة لا زالوا الجراح يهيجوا غرام الغيوان الشاطنة تبالي أيدي ومالي الجراح يهيج ياك زادوا للقلب هوالو بهم مشطون كيف رادو قدر نعمل غني العالي يا أيدي ومالي السابق اللي نصرفوا الوعد بمجالو لازلت من لازم الصبر صبر يصبر العيس في الليالي أيلي ومالي رفدت حمول الهوى وتكدرت بحمالو عذروني يا أهلي ولا تلوموني هكذا في حالي أيلي ومالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi de 17h à 19h en direct sur Radio AG 3. Il est 18h08 sur les ondes de Radio AG 3. Ce soir, un invité exceptionnel, en l'occurrence Monsieur Bibi Teleki, ministre de la Poste et des Nouvelles et des Télécommunications. Alors, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Médiatique sur la chaîne 3. C'est évidemment grâce à l'entremise de notre ami Jalal Bouabdallah que vous êtes des nôtres ce soir. Alors nous avons 2 heures de temps, donc on va en profiter. Nous allons diviser l'émission en 4 volets, 4 thématiques. La première intéresse bien évidemment en priorité nos auditeurs puisqu'il s'agit de la connectivité. Alors hier, Monsieur le ministre, vous étiez au Digital African Summit où vous avez animé une conférence intitulée Connect the Unconnected. Plus de 2/3 des foyers algériens raccordés à Internet à l'horizon 2024, c'est l'objectif que vous vous êtes fixé, Monsieur le ministre. Bonsoir à nouveau et merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez pour parler et partager encore une fois l'actualité du ministère de la Poste et des Télécommunications. Alors, effectivement, hier par rapport au contexte de cette première édition du Digital African Summit, donc c'était une thématique un petit peu développé pour le contexte, aussi bien par rapport à notre plan d'action en Algérie, mais aussi par rapport à une actualité africaine qui aspire encore une fois à faire bénéficier tous les citoyens du continent des apports des nouvelles technologies et des TIC, et bien entendu, pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils soient déjà connectés à Internet. Absolument. Alors, pour revenir au plan d'action du secteur, qui fait partie du plan d'action du gouvernement, d'une manière générale, vous avez probablement constaté, il y a un axe important dans le plan d'action du gouvernement qui adresse le développement et la modernisation de l'infrastructure en appui aux usages des TIC. Et donc, dans cet axe, effectivement, il y a plusieurs actions qui sont prévues.
des actions qui concernent le réseau de transport international, des actions qui concernent le réseau de transport national, et des actions qui concernent aussi, j'allais dire, les abonnés ou les usagers. Et bien entendu, comme vous le savez, donc aujourd'hui, citoyen algérien peut bénéficier des services Internet, soit à travers une connexion mobile, soit à travers une connexion fixe. L'objectif que j'ai cité hier fait partie des objectifs principaux que nous avons dans ce plan d'action vis-à-vis du réseau d'accès, qui est celui de connecter 2/3 des foyers à l'Internet fixe d'ici la fin 2024, Inch'Allah. Et pour cette année, il s'agira de raccorder 500 000 nouveaux foyers grâce aux efforts déployés en matière d'extension du réseau de raccordement en fibre optique. Effectivement. Donc si nous voyons la situation, j'allais dire, à fin 2019, nous comptions 3,5 millions de foyers qui étaient abonnés à l'Internet fixe. Durant les 2 dernières années, en 2020-2021, malgré toutes les contraintes qui ont été imposées par la pandémie du Covid, les équipes ont pu quand même avancer et réaliser plus de 600 000 abonnés supplémentaires durant 2020-2021, ce qui nous a permis de dépasser la barre des 4 millions. Actuellement, nous sommes à environ plus de 4 200 000 foyers raccordés. Et donc 2024, c'est objectif 6 millions. Objectif 6 millions pour être aux environs des 2/3 des foyers, encore une fois, qui peuvent bénéficier de ce service. Alors bien entendu, on peut se poser la question, pourquoi 2/3? Pourquoi c'est pas la totalité des foyers? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est un objectif d'abonnés. Ce n'est pas un objectif de disponibilité de connexion. D'accord. Et bien entendu, nous pouvons comprendre que certains foyers peuvent, malgré la possibilité d'accéder à de l'Internet fixe, au débit, peuvent décider d'utiliser une autre technologie, telle que le mobile par exemple. Donc, c'est par rapport au nombre d'abonnés. Et encore une fois, 2/3 des foyers, nous nous rapprocherons de moyennes, j'allais dire, des pays les mieux dotés. Du développement durable notamment. Exactement, des pays les mieux dotés en Internet fixe. Si je prends le taux de pénétration de l'Internet fixe actuel en Algérie et on essaye de le comparer, de le benchmarker par rapport à la région, nous sommes parmi les 3 pays qui ont les taux les plus élevés en matière de raccordement des foyers à l'Internet fixe. Nous savons que pour le continent africain, d'une manière générale, c'est un continent qui favorise plus l'Internet mobile que l'Internet fixe pour plusieurs raisons. Certains pays ont sauté le pas, en fait, ont essayé de combler le gap rapidement. Mais si on prend, encore une fois, si on prend les rapports de l'Union internationale des télécoms ou bien tout rapport international dans ce domaine, on peut clairement constater, encore une fois, que l'Algérie dispose déjà d'un des taux de pénétration de l'Internet fixe les plus élevés de la région et du continent. Donc, encore une fois, 2/3 des foyers, c'est l'objectif que nous nous fixons. Étant à plus de 4 millions, effectivement, il nous faudra une cadence de 500 000 à 600 000 nouveaux abonnés chaque année pour être au rendez-vous, Inch'Allah, à fin 2024, ce qui va nous permettre, encore une fois, de nous assurer que nos foyers disposent de la connexion Internet dont ils ont besoin pour accéder aux services qui leur seront pertinents. J'ai abordé hier aussi une question importante. Pour atteindre cet objectif, nous devons répondre à 3 impératifs ou 3 exigences. Nous devons bien entendu d'abord nous assurer que la technologie est disponible partout. Parce que les 2/3 des foyers, pour les atteindre, il faudra couvrir, encore une fois, tout le territoire national et différentes agglomérations, pas uniquement juste les grandes villes, mais aussi des petites localités ou des localités plus petites. D'ailleurs, vous aviez donné le chiffre de 1900 lots de réalisation qui ont été signés avec les micro-entreprises pour cette année. Auparavant, c'était pour 2021, il y avait effectivement, je vais y arriver d'ailleurs, comment nous comptons le faire sur le terrain. Donc, il faut que nous nous assurons qu'il y a de l'Internet fixe disponible un peu partout au niveau du territoire national. Il y aura toujours certaines localités où il ne sera pas peut-être judicieux, où il ne sera pas possible, dans un premier temps, dans l'immédiat, de les raccorder avec de la fibre optique. Bien sûr, nous mutualiserons toutes les technologies possibles, mais pour offrir de l'Internet fixe. Donc, il faut que la technologie soit disponible, mais il faut aussi que la technologie soit abordable. Il faut que cet Internet fixe soit à portée de toutes les bourses. Soit à la portée de toutes les bourses. Pour vous donner
une idée sur la tarification actuelle, aujourd'hui, nous pouvons disposer d'une connexion en fibre ou en ADSL à partir de 1600 dinars par mois. Pour du 10 mégas. Pour du 10 mégas, voilà. C'est déjà qui est quelque chose. déjà du haut débit. Et c'est l'équivalent de 50 dinars par jour. Pour une famille. Et bien entendu, encore une fois, nous pouvons toujours comprendre que une partie de la population pourrait aussi aspirer à avoir un Internet encore plus accessible. Mais je vous assure, là aussi, j'invite tous les spécialistes et ceux qui s'intéressent à la question à benchmarker. C'est 50 dinars par jour pour du 10 mégabits par seconde en FTTH, pour voir l'effort aussi qui est consenti. Et nous sommes, encore une fois, ça fait partie de nos objectifs et il y a une volonté de faire bénéficier tous les Algériens, où qu'ils se trouvent, les faire bénéficier des nombreux avantages, encore une fois, des TIC et de l'Internet en particulier. Donc il y a la disponibilité, il y a l'abordabilité, mais il y a encore un autre aspect, et c'est là où j'ai interpellé le large écosystème des acteurs du digital dans notre pays pour renforcer le désir de s'abonner, pour bénéficier des services de l'Internet. Le désir viendra en ayant plus de contenu, en ayant du contenu pertinent. Et encore une fois, plus le contenu sera disponible, plus le contenu sera pertinent, plus le citoyen sentira que, en souscrivant à cet abonnement de l'Internet fixe, même si la plupart d'entre eux, encore une fois, sont déjà convaincus, c'est à nous de répondre à la demande, mais il y aura certains qui vont peut-être se poser la question, et même ceux qui sont déjà abonnés, plus il y aura du contenu, plus le retour sur investissement, si j'ose dire, de cette infrastructure sera plus important, aussi bien pour l'économie nationale que pour le développement social, culturel et le développement de tous les secteurs qui s'appuient aujourd'hui sur cette infrastructure. Très bien. Donc voilà un petit peu les trois exigences sur lesquelles nous travaillons. Il y a un aspect purement, j'allais dire, infrastructure. Il y a un aspect économique. Il faudra qu'on fasse les choix qui nous permettent d'offrir du haut débit, mais de l'offrir aussi à un coût qui est abordable. Et puis, il y a un aspect qui est lié aux usages. Et là, c'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être juste l'affaire du ministère de la Poste et des Télécoms ou bien l'affaire des opérateurs télécoms. C'est surtout les créateurs de contenu, qu'ils soient des entreprises économiques, qu'ils soient des administrations, que ce soit la société civile. Nous avons tous cette responsabilité. Qu'il faut investir, tout ça. Très bien. Alors vous connaissez le fonctionnement de l'émission. J'ai à ma droite et à ma gauche deux chroniqueurs que vous connaissez. Mourad Alamine, comme on dit, qui sont dans le secteur des TIC depuis 20 ans facile. Jalal Bouabdallah, je sais que tu as beaucoup de questions à poser à Monsieur Bibi Teleki. Okay. Monsieur le ministre, donc déjà merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Donc moi je voulais rebondir un petit peu sur les trois exigences. Vous avez dit l'infrastructure, donc la technologie, l'abordabilité et bien sûr le contenu. Alors, pour l'infrastructure, en ce moment, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Donc, en dehors du fait de la fibre optique, parce que je pense que l'infrastructure ne repose pas que sur de la fibre optique, il y a aussi le côté, disons, bande passante, parce que si on va arriver, on veut connecter les deux tiers, les deux tiers de... D'ici 2024. D'ici 2024, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir un petit peu à la question de la bande passante. Et là, je voudrais peut-être tout à l'heure, on discutera ou on pourra discuter des points GIX qui peuvent nous aider à avoir cette connectivité à un prix assez abordable. Et deuxième des choses, sur la partie, sur la abordabilité, donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport aux géants, je dirais moi les gamins, mais ce n'est plus les GAFAM. Ça fait déjà 3 questions. Et, oui, j'essaie l'optimisation du temps, voilà. Et la troisième des choses, le contenu, on sait bien que c'est depuis ces 2 dernières années, 70% de la bande passante mondiale n'est faite que de vidéos et de streaming. Donc comment on peut vraiment très bien se positionner par exactement. Très bien. Alors j'ai parlé des 2 tiers des foyers pour l'internet fixe. Maintenant, toujours dans le développement, encore une fois, de la connexion, nous avons aussi l'ambition et l'objectif de développer aussi la partie mobile. C'est vrai que le taux de pénétration de l'Internet mobile aujourd'hui dépasse
les 90% de la population en nombre d'abonnés. Nous avons plus de 40 millions d'abonnés aujourd'hui sur de la 3G ou de la 4G. Majoritairement d'ailleurs de la 4G. Peut-être c'est pas les 40 millions qui utilisent Internet. Il y a un de l'abonnement 4G, mais peut-être il n'a pas le terminal ou là il n'a pas activé Internet. Mais toujours est-il, même le rapport Data Reportal qui a été publié en janvier 2021, qui donne un taux de pénétration ou un taux d'utilisation, pour être plus juste, de l'Internet qui dépasse les 66% de la population, c'est par rapport à un sondage. Les chiffres que je viens de donner, c'est les rapports de la RPCE par rapport à un nombre d'abonnés à diviser arithmétiquement sur la population, sachant que certains abonnés peuvent posséder plus d'un abonnement. En fait, c'est ce qu'il y a ce qu'on appelle la densité mobile, et le taux de pénétration. De toute manière, nous sommes à des taux là aussi. Si je prends le benchmarking par rapport au rapport des différentes autorités de régulation des pays de la région, nous avons le taux de pénétration de l'Internet mobile le plus élevé. D'ailleurs, il y a quelques jours à l'Assemblée populaire nationale, vous avez déclaré que l'Algérie travaillait d'ores et déjà à la libération des faisceaux de fréquences supplémentaires pour stimuler le très haut débit, notamment la 5G. Surtout pour améliorer la qualité de cette connexion Internet mobile, mais en matière de parc, en matière de nombre d'abonnés, encore une fois, on a toujours des unconnected que nous devons connecter, mais ça reste, nous avons bien avancé là-dessus durant les années passées. Donc, j'ai parlé de l'Internet fixe et de l'Internet mobile comme moyen d'accéder à l'Internet. Maintenant, au-delà du fait que nous ciblons le développement du nombre d'abonnés, pour permettre encore une fois au maximum de citoyens de bénéficier de ces technologies, nous avons aussi des objectifs et des obligations d'amélioration de la qualité de la connexion Internet. Et généralement, quand on parle de qualité de connexion, un des indicateurs premiers, j'allais dire, c'est le débit lui-même. Tout à fait. Si vous me permettez, donc je vais un petit peu partager ce qui a été fait durant les 2 dernières années pour justement améliorer la qualité de la connexion Internet, indépendamment, encore une fois. De toute façon, c'est la préoccupation majeure de nos auditeurs, évidemment. Ouais, indépendamment de l'effort parallèle qui est consenti pour augmenter aussi le nombre d'abonnés. D'abord, je ne vous apprends rien, vous avez abordé la question à plusieurs reprises dans cette émission. La pandémie du Covid a fait que, encore une fois, nous avons fait un saut en avant en matière de désir. En matière de désir. C'était une opportunité, voilà. Ça démontre la capacité de résilience des Algériens. Au-delà de tous les points, encore une fois, négatifs de l'impact que cette pandémie a eu, mais plus que jamais, les technologies de l'information et de la communication, et l'Internet en particulier, sont devenus des services essentiels. Et essentiel à tous les citoyens. Ce n'est plus un luxe. Et ce n'est plus quelque chose, encore une fois, qui est juste important. Essentiel, c'est un mot lourd. Non. Et donc, avec le début de la pandémie, il y a eu en Algérie, au même titre que dans le reste du monde, il y a eu une très forte sollicitation des réseaux de télécommunications. Dans certains pays développés, certaines applications ont été bridées pour permettre à toute la population de maintenir une connexion Internet. Parce que quand on était confiné, on rentrait chez nous tôt, vers quoi on se tournait? On peut le dire, le streaming. Quand beaucoup d'entre nous étaient en télétravail, comment ils travaillaient? Et donc tout ça a fait qu'il y a une sollicitation des réseaux télécoms, que ce soit ceux des opérateurs mobiles, ou ceux du fixe. On peut parler de saturation? Il y a eu une sollicitation très importante. Et il fallait, dans l'immédiat, dans les plus brefs délais, avec ce qui existait, trouver des solutions et prendre des mesures urgentes pour pouvoir accompagner déjà cette augmentation spectaculaire dans la charge. Et donc, un des goulots d'étranglement qui existait, c'était bien sûr la bande passante internationale. Pour la raison que vous venez d'évoquer. Si on voit aujourd'hui le trafic Internet qui est véhiculé par l'infrastructure des opérateurs télécoms, et là aussi ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est un phénomène mondial, l'essentiel de ce trafic, il y a différents pourcentages, différentes études, mais ça varie entre 60 et 80%. C'est le transport de vidéos. Et si nous allons analyser l'origine de ces vidéos, ou là les plateformes
à travers lesquelles nous échangeons, nous partageons ces vidéos, ce sont les plateformes que vous connaissez, encore une fois, de réseaux sociaux et de partage de vidéos. Et si nous allons voir où sont ces vidéos et ces données hébergées, nous allons voir aussi qu'elles sont hébergées dans quelques régions du monde, quelques pays, et donc tous ceux qui ne résident pas dans ces pays, lorsqu'ils accèdent à ces plateformes ou lorsqu'ils accèdent à ces vidéos, ils seront obligés de solliciter leur réseau de transport international. Parce qu'ils vont ramener ces données de là où elles sont stockées. Et donc il fallait impérativement augmenter déjà la bande passante internationale pour pouvoir continuer, encore une fois, à supporter ce flux de données qui provenaient de centres de données où sont hébergées justement les plateformes populaires que vous connaissez. Et en 2021, par rapport à début 2020, la bande passante internationale de l'Algérie a doublé. On est passé de quel chiffre à quel On chiffre? est passé de 1,45 pour être très précis à 2,8. Quand même. Ce qui nous classe... Avec 2,8, Fadek El-Qis, j'attends les rapports les plus récents par rapport à fin 2021. Mais en 2021, du courant de 2021, 2,8 représentait 15% de la bande passante totale qui reliait le continent africain à l'Europe. La bande passante totale qui reliait le continent africain au reste du monde s'élevait à, selon les rapports encore une fois, entre 17 et 18 Tera. Quand même, hein. Quand même, c'est quelque chose. Et 17 à 18 Tera, c'est le continent. Et on est à 2,4. Oui. Donc 17,8, enfin 17 à 18, c'est le total du continent qui relie le continent à tous les autres continents, pas uniquement à l'Europe. Mais comme vous pouvez deviner, naturellement, vu la situation géographique, le gros de cette bande passante relie l'Afrique à l'Europe. C'est à peu près 14 sur les 17. Mais là, donc les 14, on avait 2,8, encore une fois, ce qui représentait 15% de la bande passante internationale totale du continent pour servir 3%, l'équivalent de 3% de la population du continent. Mais là aussi, on sait qu'encore une fois, le taux de pénétration, le nombre d'utilisateurs en Algérie est relativement, je dis toujours relativement élevé, j'allais dire. Et puis, ça nous a permis, comme je l'ai dit, de répondre à cette augmentation dans la sollicitation de la bande passante internationale. En parallèle, nous avions engagé d'autres projets, notamment pour l'optimisation de l'utilisation de la bande passante internationale, c'est de mettre en cache local, justement, les contenus, les vidéos, par exemple. Généralement, une vidéo, quand on fait le buzz ou la khor, s'il y a un citoyen qui la sollicite, après, ça pourrait être des millions. DJ Snake, si tu nous écoutes. Voilà. On a vu ça il y a 2 jours. Donc, l'idée, c'est, au lieu que de repartir 1 million de fois la rechercher autant la mettre en de cache, l'étranger, autant la mettre en cache. Ça va nous permettre d'optimiser la sollicitation du réseau de transport international. C'est une ressource quand même importante. 2, ça améliore l'expérience utilisateur parce qu'on va la ramener de quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres au lieu de la ramener de quelques dizaines de milliers de kilomètres. Donc le temps de latence est plus faible. Donc on avait mis le paquet aussi pour nous assurer que les plateformes les plus populaires, les plus sollicitées, on les met en cache au niveau de nos centres de données localement pour justement toujours, encore une fois, accompagner cette sollicitation croissante, quand je dis croissante, d'une manière vraiment exponentielle et optimiser l'infrastructure qui existe. Un réseau Internet, encore une fois, ou un réseau télécom, ce sont plusieurs couches. Et il faut agir sur toutes les couches pour pouvoir avoir le résultat chez l'abonné. Donc, première couche sur laquelle il fallait agir pour enlever avec le goulot d'étranglement, c'était la couche de transport international et donc la bande passante internationale. En augmentant la capacité de cette bande à travers la mise en service d'un nouveau câble et, encore une fois, ça nous a permis d'accompagner la demande. Après, avant d'arriver à l'abonné, il y a un réseau de transport national. On l'appelle aussi backbone national. Et là, il y avait des projets donc pour augmenter, c'est des projets qui
qui s'étale. Nous avons terminé plus de 80% des boucles. Et nous avons l'ambition, encore une fois, de ramener la capacité du réseau national, la bande passante du réseau national à travers les différentes boucles que nous avons, à plus de 10 terabits par seconde. Il y avait un autre point sur lequel il fallait travailler pour enlever les goulots d'étranglement, c'est le réseau métro, comme on dit, ou là le réseau corps. Et là aussi, il y a eu des mises à niveau en urgence qui nous ont permis, encore une fois, d'essayer d'aérer au maximum le réseau pour arriver jusqu'à l'abonné. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser les 2 opérations d'augmentation de débit successives. Une première opération où nous avons augmenté le débit minimum de 2 à 4. Et ce qui était à 4 était passé à 10 et ainsi de suite. Et la deuxième opération où nous avons augmenté les abonnés qui étaient sur 4 mégabits par seconde à 10 mégabits par seconde. Sachant que le profil aussi du parc de l'Internet fixe est très centré sur le premier palier. Au début 2020, nous avions près de 90% des abonnés qui étaient sur le premier tarif, sur le premier palier. Aujourd'hui, nous sommes à environ 80%, parce que nous étions conscients aussi que beaucoup de clients, beaucoup d'abonnés n'aspiraient pas ou ne voulaient pas passer à des débits supérieurs volontairement, peut-être parce que la confiance. Sachant qu'ils avaient, c'était le même prix. Non, c'était pas le. Enfin, ce que je veux dire par là, aujourd'hui, vous avez 10 mégas comme minimum. Mais rien ne vous empêche encore une fois de passer à des débits supérieurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'entre-temps, il y a eu une amélioration de la qualité d'accès. Et donc, notamment pour le FTTH, une bonne partie des abonnés optent pour des débits supérieurs à 10 mégas. Et rien ne les empêche de le faire. Encore une fois, le débit minimum est un débit minimum. Cela ne veut pas dire que c'est juste ce qui est permis. Qu'est-ce qu'il en est des zones d'ombre, monsieur Bibi Teleki? Je sais que le président de la République a vraiment mis l'accent justement sur cette problématique. Très bien. Alors, je reviens à l'abordabilité en matière de coût. Et bien entendu, là aussi, l'État, conscient que de par les obligations des opérateurs à travers leur cahier de charge, il y a des seuils minimums en matière de densité de population sur un site pour qu'il soit obligatoirement couvrable, j'allais dire. Donc il y a beaucoup de sites, beaucoup de localités, beaucoup d'agglomérations où les opérateurs ont l'obligation, à travers leur cahier de charge, de couvrir ces localités et ces sites. Il y a parfois des sites où la densité est inférieure à ce seuil, et donc même si les opérateurs n'ont pas l'obligation de les couvrir, l'État a mis en place, à travers le Fonds du service universel, qui est alimenté par justement des prélèvements sur les chiffres d'affaires des opérateurs. À travers ce mécanisme, l'État a mis en place, encore une fois, un outil qui nous permet de rendre la connexion et l'accès Internet disponible même pour ces localités isolées, enclavées, qui peuvent ne pas atteindre, encore une fois, une densité de population suffisante par rapport au cahier de charge. Même ceux qui se trouvent au sud, au fin... Vous avez vu, il y a eu un documentaire, on essaye un petit peu de mettre en avant les réalisations justement récentes. Notre pays est vaste. Vous parlez du documentaire du ministère du Tourisme. Non, il y a eu un documentaire du secteur avec le NTV. Ah d'accord. Où justement il y a eu des sélections de... C'est un documentaire, on ne peut pas couvrir tout le territoire. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la plupart des localités, encore une fois, je ne parle pas des grosses agglomérations, mais la plupart des localités aujourd'hui, Internet arrive à ces localités. Il y a encore des sites, des localités qui ne sont pas encore couvertes. Mais ça fait partie du plan d'action, encore une fois. Personne ne sera oublié, personne ne sera laissé à côté de la route du progrès. Objectif, comme je l'ai dit, nous avons un objectif, c'est celui de permettre à tous les Algériens, où qu'ils se trouvent, de bénéficier des technologies, de l'information et de la communication. Et quand je dis de bénéficier des TIC, ça commence par un accès à Internet. Ça devient un droit fondamental. Voilà. Donc nous avons cet objectif. Comme je vous ai dit, parfois il y a des situations où vous avez
dans la périphérie parfois de grandes agglomérations. Mais vous avez certaines localités dans cette périphérie qui, il y a 2 ans, il n'y avait aucun habitant. Et du jour au lendemain, on a... Et avec tous les projets qu'on a là en matière de construction, de nouveaux logements, de nouvelles cités, parfois de nouveaux pôles urbains, il y a certaines zones où c'est carrément des pôles urbains avec des dizaines de milliers de logements et donc un rapport de 5 habitants en moyenne par logement. J'ai pas de statistiques, juste pour... Vous pouvez imaginer le nombre d'habitants, la population dans ces localités, je n'ose pas dire du jour au lendemain, mais en laps de temps très court, passe de 0 à des dizaines de milliers. Et les gens commencent à dire maintenant, est-ce que l'habitation, il y a Internet? Oui, il y a... Exactement. Directement. Et là, on travaille en collaboration et en concertation, entre autres avec le ministère de l'Habitat, pour nous assurer que, comme les nouvelles cités, les nouveaux pôles urbains, lorsque nos citoyens réceptionnent et habitent les logements Taham, Félicité Internet. Internet et la poste. Ouais, voilà. Parce que c'est aussi un service important. On va aussi et en parler essentiel. en deuxième partie d'émission. Donc, bien sûr, il y a des cités où les gens y habitent pendant une année, mais elles ne connaissent pas Internet. Nous faisons un effort, encore une fois, pour rattraper le retard et pour les nouvelles cités, encore une fois, essayer de synchroniser au maximum pour que la connexion Internet soit disponible au moment où le logement est habitable. Donc, pour revenir encore une fois à l'effort en matière d'infrastructure Internet, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile, c'est un travail qui se fait sur différentes couches du réseau. C'est très important de nous assurer qu'il y a une cohérence, une synchronisation des différents projets, parce que parfois s'il y a un élément qui est en retard, encore une fois, au niveau de l'abonné, l'amélioration ne sera pas encore perçue. J'espère que les améliorations qui ont été apportées durant les 2 dernières années ont été perçues par la plupart de nos concitoyens. Et je comprends qu'il y a encore une partie de nos citoyens qui n'a pas encore perçu cette amélioration. Soit parce qu'elle est toujours en attente qu'on la connecte, soit parce qu'elle est connectée, mais elle n'est pas satisfaite de la qualité de la connexion. Et là aussi, il y a une partie du réseau. La priorité dans le développement du réseau d'accès sur le fixe, la priorité est donnée au FTTH. Il y a certaines localités, comme je l'ai dit, où tout de suite, ce n'est pas possible de le faire avec du FTTH. Nous le ferons et nous le faisons avec d'autres technologies. Parce que le plus important, c'est que ces citoyens commencent à bénéficier du service Internet. Après, il y a un existant. Et l'existant, il est sur le cuivre. Oui, bien sûr. Et le cuivre, ça dépend des générations Internet et les équipements. Nous avions un gros souci avec les abonnés qui étaient sur une technologie qui s'appelle TDM. Oui. Qui était on avait fait une émission spéciale autour de ça. Exactement. Source de dérangement, on pouvait pas augmenter le débit. Pour les faire passer au MSAN et les nouvelles technologies. Et là, voilà, on a modernisé. J'allais dire 80, on était à début 2021, on avait commencé déjà 2020. Début 2021, on avait 200 000 abonnés encore sur du TDM. Aujourd'hui, ils sont juste quelques milliers et nous sommes en train de les faire basculer sur du FTTH. Il y a d'autres qui ne sont pas sur TDM, qui sont sur de la DSL de génération plus récente avec des MSAN. Là aussi, soit c'est des MSAN ancienne génération, nous les modernisons, soit nous améliorons la qualité du raccordement lui-même pour permettre à ces abonnés d'arriver à des débits à 20 mégabits par seconde par exemple s'ils le souhaitent, même si, comme je vous ai dit, à 10 mégabits par seconde, la plupart des applications dont on a besoin peuvent fonctionner. Après, ça dépend, on est combien à partager cette connexion à la maison. Donc plus on est nombreux, plus bien sûr cette bande passante va être divisée entre les différents utilisateurs. Très bien. Karim Barak, je sais que tu trépignes d'impatience pour poser tes questions au ministre. Mon tour. Fadal, Karim. Monsieur le ministre, moi je vais aller vers des choses pratiques pour le citoyen. La première question, j'ai 2 questions. La première, à chaque fois, les gens me demandent quand ils ont un problème de disponibilité de la DSL, par exemple, personne ne connaît la procédure. Quand ils vont à l'Actel, par exemple, il y a un problème d'information précise, c'est-à-dire
personne ne leur dit ça va se régler dans un mois, dans 5 ans. C'est-à-dire ou dans tous l'effort 2 ans. pédagogique que vous venez de faire à l'instant ne se retrouve pas forcément sur le terrain. Il y a un problème de faire arriver l'information au citoyen. Le citoyen peut attendre quand il a la bonne information. Absolument. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a projection d'un système de reporting ou de communication avec le citoyen ou des formations des agents sur place? La deuxième question, est-ce que il y a une projection de partenariat ou d'accord avec le ministère de l'Habitat, c'est ça? Par exemple, les nouvelles habitations, comme vous venez de le dire, qui soient directement équipées. J'ai vu une installation, j'ai assisté à une installation qui a pris un petit peu de temps parce que le bâtiment lui-même n'était pas équipé de câbles et de petits modems. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de faire un partenaire avec le ministère de l'Habitat, cette installation se fasse en amont? Et Voilà. ça rentre dans le prix du Que ce soit bâtiment. un prérequis dès le départ d'avoir, électricité, C'est bon. compteur, Et modem. connexion Internet, si le gars il veut, s'il veut pas, tant pis. Très bien. Donc, vous me donnez l'occasion aussi d'aborder un volet sur lequel aussi on a accéléré le travail depuis le début de cette année. C'est le volet raccordement, j'allais dire, des clients, notamment les clients qui peuvent bénéficier du FTTH. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les nouvelles cités, les nouveaux pôles urbains, la priorité, et aujourd'hui pratiquement ils sont quand même sur du FTTH. On ne déploie plus de cuivre. Alhamdoulilah. Ça fait plus d'une année. Parfois c'est juste, encore une fois, dans le cas de la maintenance ou d'une relève de dérangement. Mais il n'y a plus de déploiement de cuivre, il n'y a que de l'FTTH ou de la 4G LTE résidentielle ou la fixe dans certaines localités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, un des constats qu'on avait fait, c'est que par rapport à la capacité, les équipements FTTH qui étaient disponibles dans les cités, on avait parfois un nombre d'abonnés relativement réduit. C'est-à-dire, on était dans une situation où il y a une cité, il y a 2000 logements. Nous prévoyons 2000 accès aux environs. Vous savez, les connaisseurs savent, parfois c'est des multiples, donc de 8 ou là de 16, ou là, donc c'est 2000 et quelque chose. 2024. Et quand je vois les rapports justement par rapport au nombre d'abonnés, à l'échelle macro, je vois que le taux d'abonnement est faible. Et donc, c'est un peu contradictoire. D'un côté, il y a des citoyens qui demandent à être accordés, et de ce que j'ai compris de votre question, pour lesquels on n'arrive pas à donner une réponse favorable. D'un autre côté, nous avons des capacités C'est bien de le disponibles. reconnaître déjà. Non, d'un autre côté, nous avons des capacités disponibles. Je reprends sur ce qu'on nous dit, du moins de la part des citoyens. J'ai demandé. Maintenant, ça dépend. Peut-être là où il a demandé, effectivement, il n'y a pas de capacité disponible. Peut-être que là où il y avait de la capacité, il n'y avait pas de demande, et le moyen. Pour ne pas rester dans... nous avons pris une initiative, une décision a été prise par le management d'Algérie Télécom, et c'est l'occasion pour moi de saluer les collaborateurs Algérie Télécom pour l'effort qu'ils sont en train de faire dans ce volet particulièrement. Et j'espère que vous l'avez noté aussi. Au lieu d'attendre à ce que les citoyens viennent à l'Actel, les citoyens dans ces cités, d'attendre qu'ils viennent à l'Actel pour solliciter un abonnement, ils sont en train de descendre tous les week-ends. On a vu ça. Il y a eu toute une campagne pendant le mois de Ramadan. Je vous invite à On l'a vu sur les réseaux consulter sociaux. la page, voilà. Abonnez-vous à la page d'Algérie Télécom. Je suis abonné. Et vous allez voir. Un petit coucou à Tous les Amir week-ends. Benidir qui est en train Tous les d'animer week-ends, ces les opérations. équipes commerciales et techniques d'Algérie Télécom déplacent l'Actel vers la cité. Être plus proche du client, du citoyen. Ça fait partie de c'est leur slogan. Da'iman aqrab. Donc, et ça a donné d'excellents résultats. Parce que on avait en fait compris que parfois le wahad il programme le week-end, parce que la semaine il programme le week-end d'aller vers l'Actel pour faire l'abonnement. Mais le week-end, il y a d'autres priorités ou d'autres urgences. Et week-end après week-end. Il arrive pas. Et là, et pendant le mois de Ramadan, c'était
presque toutes les soirées. Et c'est dans les 58 wilayas. Je vous invite encore une fois à aller sur la page et dérouler, et vous allez voir s'il y a encore des wilayas qui manquent, ou tenez-nous au courant, j'allais dire. Mais nous sommes en train de faire ça, et ça a donné de très bons résultats. C'est bon pour l'utilisation des équipements qui ont été mobilisés. C'est bon pour les citoyens qui bénéficient plus rapidement, plus vite, des services de l'Internet. Après, par rapport à la proposition que vous avez formulée, Gaël, avoir jusqu'à la prise réseau, j'allais dire, ou la prise Internet prête dans... Nous sommes à une solution intermédiaire. Nous sommes à une solution où l'équipement est prêt, toute la partie distribution est prête, il reste quand même le raccordement de l'abonné qui se fait une fois l'abonné émet le souhait à travers l'abonnement, à travers la souscription. Et encore une fois, à travers des initiatives comme celle-là, je pense que beaucoup de nos concitoyens, au niveau de notamment ces cités, ont commencé déjà à bénéficier des services de l'Internet. Oui, j'en connais. Il y a eu même une promotion de prix, c'est-à-dire un prix très réduit, qui favorise, c'est-à-dire si vous faites un raccordement pendant cette semaine ou ce mois-là, vous payez, je pense, le tiers ou le... En fait, je pense qu'on est passé, juste pour terminer cette partie-là. De toute façon, il nous reste 10 minutes pour cette première partie, donc Jalal, c'est l'occasion de poser toutes les questions que tu as en tête. En fait, je pense qu'on est passé on vient de voir que le groupe Algérie Télécom, ou plutôt Algérie Télécom, est passé d'une stratégie sales lead vers une stratégie plus ce qu'on appelle product lead, c'est-à-dire qu'on pousse, je pense qu'on va essayer de pousser que le client il a un kiosque, du service, il a des produits à son service et peut choisir. À la carte. Exactement, tout à fait. Je reviens, Monsieur le Ministre, à une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de bande passante et d'avoir accès au contenu, surtout par rapport, on a vu pendant ces 2 dernières années, qu'il y a eu la bande passante était submergée plus de 70% ou 80% par du vidéo, et on essaie de mettre du cash. Qu'est-ce qu'il en est des GIX en ce moment? Très bien. Alors, le cash, il est réalisé en partenariat avec ces fournisseurs de contenu, ou là, ces OTT. J'ai beaucoup parlé du réseau fixe. Si vous me permettez, avant de répondre pour le GIX, la même approche est adoptée avec le réseau mobile. WIN, là aussi, il y a eu de la mise à disposition, de la libération de fréquences additionnelles. On a commencé par... Qui est une denrée très rare. Hein, exactement. Et c'est une denrée très rare et très utile et très importante pour les opérateurs mobiles. Et donc, il y a eu une libération autour de la 2100 de fréquences supplémentaires, au-delà des fréquences qui ont été assignées lors de l'octroi de la licence. À la fin de l'année passée, il y a eu une libération de fréquences autour de la 900 MHz, très important aussi. Comme vous le savez, plus la fréquence est basse, plus justement le signal peut arriver jusqu'à l'Indoor, par exemple. Nous avons beaucoup de nos concitoyens qui se plaignent sur le mobile, qui disent il faut que je sorte dehors pour avoir... Parce que oui, quand vous êtes au rez-de-chaussée, au milieu d'une cité où il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup d'obstacles, forcément le signal se dégrade. Mais ceci n'enlève pas l'obligation de faire aboutir le signal même à l'intérieur. Mais juste pour expliquer que techniquement, ça demande, encore une fois, entre autres, ces ressources de fréquence, mais pas que. Donc il y a eu la U900, et plus récemment, là... Avant, je disais que c'est en cours, ça va être prochainement, mais là, le décret exécutif vient d'être publié la semaine passée, avec les amendements nécessaires sur le cahier de charge, pour introduire la 2300 et introduire un nouveau mode, qui est le mode TDD, j'allais dire sans trop aller dans les détails techniques, mais cette fréquence ou cette bande de fréquences supplémentaires va permettre aux opérateurs aussi d'améliorer surtout la partie capacité. Plus que le throughput lui-même, plus que le débit, mais la partie capacité, c'est surtout les grandes agglomérations. Oui, la charge du réseau mobile, elle est énorme. Parce que avec tout ça, encore une fois, le volume, une manière de mesurer l'amélioration du débit, l'amélioration de la qualité, c'est en fin de compte le volume de données que nous consommons.
si sur le même trajet j'ai une voiture plus rapide, ben, normalement je parcourrai une distance plus longue dans le même laps de temps. C'est ce que nous dit la physique. Et donc en Internet, c'est le fameux volume de données consommées en moyenne par abonné par mois. Et là, aussi les rapports de la RPCE le confirment, le rapport de Data Report le confirme, juste entre la fin 2021 par rapport 2021, début 2021 ou la fin 2020, juste les derniers 12 mois de l'année passée, le volume de données consommées en moyenne par un abonné sur le mobile a augmenté de 46%. D'accord. Je peux partager une information, alors que je viens de dire ces derniers jours. Le trafic IP mondial est aux alentours de 151 000 gigas par seconde. 2022. Donc c'est énorme. Ces données existent sur les rapports de la RPCE qui sont disponibles au niveau du site de l'autorité de régulation. Qui sont consultables. Et on a un phénomène similaire, voire plus important, sur l'Internet fixe aussi. Encore une fois, plus de 160 gigaoctets par mois par abonné du fixe. Wow. Encore une fois, c'est un indicateur. Maintenant, Concernant je peux les GIX, revenir voilà, le il nous GIX. reste 4 minutes pour cette première partie d'émission, monsieur le ministre. Je reviens au GIX. Le GIX, d'abord, qu'est-ce qui motive les pays à mettre en place un GIX? Un GIX, c'est un point d'échange Internet. Absolument. Qui est censé nous permettre d'optimiser justement la sollicitation de réseaux de transport. Pour éviter l'effet trombone. Notamment les réseaux de transport internationaux. Pour faire plus simple, nos concitoyens et nos confrères qui réclament la mise en place d'un GIX utilisent le premier argument, c'est pas normal que un Algérien avec un autre Algérien s'envoie un mail et ce mail va sortir de l'Algérie faire pour une espèce revenir. de triangle pour revenir. Ce phénomène n'existe pas en Algérie. Si on voit l'architecture de notre réseau de transport, le fait que, encore une fois, le transport international, conformément à ce qui est prévu par la loi, passe par Algérie Télécom. Aujourd'hui, dans les IGW, dans les gateways, dans les passerelles Internet, dans les tables de routage, pour les spécialistes, il y a une sorte de bouclage qui se fait. Au fait, arrivé à ce point, on se rend compte que c'est une adresse qui existe en Algérie, et donc on ne laisse pas ce paquet de données aller encombrer le réseau international. Donc tout le trafic national est contenu dans le réseau national. Je peux comprendre dans d'autres pays, parce qu'il y a des routes à l'international multiples, que, encore une fois, l'apport du GIX est critique et très important. Mais chaque réseau a son architecture. Et des fois, il y a certains concepts, certaines solutions qui peuvent avoir un fort impact dans un cas A et ne pas avoir le même impact dans un cas B. En l'occurrence, est-ce que cela veut dire pour autant qu'on n'a pas besoin de GIX? Si, on a besoin, on en aura de plus en plus besoin lorsque le trafic aussi intra-algérien augmentera. On vient de le dire, le gros du trafic aujourd'hui, c'est sur de la vidéo qui nous vient de l'extérieur. Donc plus on aura, Inch'Allah, des fournisseurs de contenu, plus on aura des data centers, plus on aura du contenu hébergé en Algérie, consommé par les Algériens. Et là, les différents ISP, les différents opérateurs sentiront plus l'intérêt d'une solution GIX. Alors, pour répondre au GIX, je ne dis pas que c'est pas quelque chose qui peut apporter de la valeur ajoutée. Je voulais apporter la clarification par rapport à la bande passante internationale. Aujourd'hui, le trafic intra-algérien reste en Algérie. Donc en fait, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Nous faisons des évaluations. La dernière évaluation qu'on a faite, ça fait un peu plus d'une année. Le trafic, encore une fois, intra était relativement minime. C'était infinitésimal. 25 gigas, on parle de Tera. Voilà, c'est peu. Donc, mais cela ne veut pas dire non plus, encore une fois, que c'est quelque chose sur lequel le ministère continue à actualiser, à observer. Et bien sûr,
la loi le prévoit. Il y a des mécanismes complémentaires qu'il faut mettre en place, notamment avec le régulateur aussi, mais avec aussi les parties prenantes. Et donc, quand il y aura opportunité de le faire, pourquoi ne pas le faire? Donc, je n'exclus pas. Très bien. On arrive à la fin de cette première partie de médiatique. Il y aura le sommaire dans quelques instants présenté par Nasser Medjadel et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes évidemment avec monsieur le ministre des TIC pour parler évidemment d'un tas de problématiques que nos chroniqueurs Jalal Bouabdallah et Karim Mbarak ne manqueront pas d'aborder. À tout de suite. وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه حبك نساني في واش راح دوالي الكيا وجراح لاقاني بالفراح ومحك كل احزاني هواك علمني شي علوم خلاني نسمي نجوم يلاقيني بيهم كل يوم وحبب لي المعاني عندي في محبتك ما شقيت كي الحق نسيت علاش جيت نسيت همي ونسيت بلي عييت ونسيت مر زماني بديت في هواك شعال من قصور بالرملة على شط البحر نسكن فيه ساعة من العمر ونعاود نريبو تاني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني نغني معاه عرفت لي غلط وصلحت واش درت في محبتك ما ندمش كي كبرت وشفت الشي بواداني هواك سحرني للفجر نساني كل مر هواك كواني بلا جمر وكي تكوي تداواني هواك خلاني نعيش من جديد رد اياماتي كلهم عيد حبب لي القريب والبعيد حبيت حتى عدياني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني أنا غني Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Chambre. 18h06 sur les ondes de Radio Alger 3. Je suis Reda Menassel et c'est évidemment toujours pour moi un plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi sur Radio Alger 3, deuxième partie de Médiatique, votre émission préférée. Ne niez pas, nous le savons. Et ce soir, un invité exceptionnel, monsieur le ministre de la Poste et des Télécommunications, monsieur Karim Bibi Teleki. À mes côtés, les chroniqueurs phares de l'émission, Jalal Bouabdallah et Karim Mbarak, qui ne vont pas se priver pour poser leurs questions au ministre du secteur. Qui s'y colle? Karim, Jalal? Allez, Jalal, vas-y. Alors, je pense qu'on a abordé, monsieur le ministre, tout ce qui est connectivité dans la première partie de l'émission. Donc, on va passer un petit peu à un sujet qui est, je vais pas dire qui fâche, mais où tout le monde est en train d'attendre des résultats. Des éclaircissements. Des éclaircissements. Voilà. C'est par rapport au data center et au cloud. On voit un petit peu que dans le monde entier, selon le rapport de International Unified Telecom, Union Telecom, qu'il y a à peu près plus de 4900 de data centers spécialisés dans l'hébergement mutualisé, donc des services d'hébergement. Dans ces 4900 à peu près, il y en a une dizaine qui existent en Algérie.
et ça reste très 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 peu. Pour nous, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y avait la partie contenu. Donc tout le monde est en train d'attendre, de mettre en place, d'héberger le contenu algérien en Algérie. En Algérie, au lieu de le mettre chez les OVH et les autres qui existent un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les autres viennent chez nous. Ça serait toujours quelque chose de bien. Très bien. Comme je l'ai dit au début, donc un axe important du plan d'action du gouvernement et qui concerne le secteur de la poste et des télécoms, c'est la modernisation et le développement de l'infrastructure TIC. Et quand on parle d'infrastructure TIC, bien sûr, une grande partie, c'est les réseaux de télécommunications, fixes ou mobiles, ou même par satellite. Je pense, encore une fois, à travers les points que nous avons abordés, juste pour rappeler, il y a eu du progrès. J'espère que la majorité des citoyens l'ont ressenti, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a une partie de nos concitoyens qui n'a pas encore, j'allais dire, palpé ou bénéficié de cette amélioration. Nous les comprenons et c'est ce qui nous motive à continuer à faire les efforts nécessaires pour que, encore une fois, tous nos concitoyens puissent bénéficier de cette amélioration. Après, deuxième ingrédient important dans l'infrastructure TIC, c'est, comme vous venez de le dire, les centres de données, puisque nous sommes à l'ère des données. Et donc, qu'est-ce qui est fait par le secteur? D'abord, la construction de data centers et la fourniture de services d'hébergement ou de services cloud ou de services de stockage de données est régie par une réglementation différente de celle des opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms, c'est des licences. Pour le cloud et l'hébergement et le stockage des données, c'est le régime de l'autorisation. L'agrément, les agréments qu'on... Jusque-là, c'était des autorisations. Là, il y a eu un décret qui était déjà passé donc en application de la 1804, où on passe au régime de l'autorisation générale. Il y a eu un décret qui était passé en 2021 pour fixer quelles sont ces activités régies par l'autorisation générale. Et donc, il y a entre autres le service d'hébergement, mais il y a aussi les fournisseurs de services d'accès Internet, il y a les fournisseurs de services de géolocalisation, par exemple. Les équipements sensibles. Non, de voix sur IP. Voix sur IP, voilà. Et des services qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Enfin, c'est des services surtout audio-texte. C'est un petit peu les services... SMSing et tout ça, voilà. Donc il y a 6 activités qui sont régies par le régime de l'autorisation générale. Le décret est sorti. J'espère que, encore une fois, les investisseurs, les acteurs du marché qui s'intéressent à ce genre d'activité ont apprécié les améliorations qui ont été apportées dans ce dernier texte, où on a porté la durée de l'autorisation générale à 7 ans. Ce qui, pour un investisseur, est appréciable. Est appréciable pour rentabiliser son investissement, pour le mettre en confiance, pour qu'encore une fois, il investisse dans ce genre d'activités et de projets. Les redevances sur certaines de ces activités qui étaient élevées, nous les avons ramenées à des montants du genre, encore une fois, pour avoir l'autorisation générale, pour être cloud service provider ou hébergeur de données, c'est 100 000 dinars une fois. One shot. Pour les 7 ans. Pour les 7 ans. Après, il y a une petite redevance annuelle. J'ai pas tous les détails. Mais pourquoi on n'a pas encore vu l'émergence de ces clouds, de ces data centers? J'y arrive. Donc, d'abord, il y a des hébergeurs. Il y a aujourd'hui une dizaine d'entreprises qui sont agréées, qui ont l'autorisation, pour être dans le terme le plus juste, qui ont l'autorisation de l'ARPCE pour exercer dans cette activité, et vous en connaissez certains d'entre eux, notamment la filiale de sont en train de fournir des services d'hébergement en Algérie. Et entre autres, il y a les opérateurs télécoms eux-mêmes qui offrent aujourd'hui ces services. Là, normalement, par rapport au nouveau décret, donc il y a un cahier de charge, là aussi qui est au stade final, enfin des cahiers de charge, un pour chaque activité, qui va sortir. Et encore une fois, une date. Est-ce qu'on a une date à peu près? On est vraiment dans la phase finale, donc c'est quelque chose
qui fait partie des objectifs, encore une fois, du ministère. Incessamment, sous peu, selon la formule consacrée. Publier tous les textes d'application de la 1804, d'accord. Bien sûr, encore une fois, ce volet-là est un volet très important parce que pour nous, le secteur des TIC, au-delà, encore une fois, de la valeur ajoutée créée par les opérateurs télécoms, il y a d'énormes opportunités dans des activités, notamment d'hébergement et de cloud, et des centres d'appel aussi, qui sont dans les 6 activités. Donc ce sont aussi des segments auxquels nous accordons de l'importance pour leur développement et leur contribution à l'économie nationale et leur contribution, encore une fois, au développement social de notre pays. Pardon, c'est bien que vous ayez abordé les call centers, parce qu'on se souvient qu'en 2012-2013, c'était vraiment un secteur qui était oui, on a vu un boom, ça a champignoné un peu partout. Après, il y a eu l'espèce de taxe d'1 million de dinars qui a été instaurée, qui a été un coup près par rapport à ce secteur qui était en pleine croissance. Voilà, donc j'invite ceux qui sont intéressés soit de consulter encore une fois le décret en question, ils vont voir les tarifs, les redevances. S'ils ont besoin de plus de détails, le ministère bien sûr est là pour recevoir et répondre à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement dans ces activités. Très bien, j'espère qu'ils nous écoutent. Voilà, donc ils seront les bienvenus et on leur fournira tous les détails dont ils ont besoin, et ceux qui décident de franchir le pas et vraiment, j'allais dire, d'engager la procédure et d'investir, je m'engage aussi à ce que nous les accompagnons, d'accord, pour leur apporter le soutien, le support, l'aide nécessaire dans le cadre du respect de la réglementation, évidemment, mais pour les voir et voir encore une fois ces activités se développer et ceux qui sont déjà dans ce secteur, les voir s'épanouir et se développer. Un dernier mot que je voulais, pour revenir au data center. Alors, autant sur le métier d'opérateur télécom, donc c'est des licences, donc autant sur ces métiers-là, c'est ouvert. Et donc là, c'est des autorisations et des agréments. Oui, mais les agréments, encore une fois, vont être donnés par une autorité connue. Oui, que les gens déposent. Il y a déjà, comme je vous ai dit, j'ai pas le nombre exact. Il y a à peu près exactement une dizaine, 10 à 11 qui sont publiés, mais ça reste peu. Il y a une dizaine d'opérateurs qui sont déjà agréés, et s'il y a d'autres, encore une fois, je les invite à déposer leur dossier. Monsieur Beteleki, juste pour ne pas sortir du sujet, puisqu'on est dans les data centers, il y a un auditeur qui a posé la question. Est-ce qu'il y a moyen de déployer les data centers mobiles en attendant que les infrastructures qui prennent beaucoup de temps? Je vais y arriver. Donc, encore une fois, il y a une partie du réseau de télécom là qui régit. Cette partie-là, c'est un investissement libre. Les gens n'ont même pas à se poser la question, est-ce qu'il y a moyen? Tout opérateur peut, encore une fois, avoir cette autorisation en se conformant aux exigences des cahiers de charges. Il peut construire le data center de la taille qu'il veut. Avec les équipements qu'il veut. Avec les technologies et les équipements qu'il veut. Bien sûr, encore une fois, dans le cadre du respect de la réglementation. Après, c'est un data center mobile, c'est un data center modulaire, c'est un data center avec un PUE de 1 ou de 1,1. En sous-marin, en sous... Mais là, sur le principe, en fait, voilà. Sur le principe, c'est une activité libre. Tout investisseur intéressé par ce segment, on dit, il peut le faire. On les invite. Là, vous me tendez la perche, monsieur le ministre, par rapport à tout investisseur. J'ai lu dernièrement que au niveau de l'Arabie Saoudite, il y avait des investisseurs étrangers comme Oracle, Google qui voulaient s'installer, qui voulaient fournir des solutions. On sait bien leurs solutions sont des solutions qui sont en cloud. L'Arabie Saoudite a exigé que ces fournisseurs doivent être installés et doivent avoir la donnée dans le pays. En local. En local. Et c'est tout à fait... Mais on est en train de parler, encore une fois, si on voit ce que veut dire Cloud Service Provider ou hébergement de données, c'est bien sûr hébergement sur le territoire national. Je ne suis pas en train de parler d'un revendeur d'hébergement. En fait, ce que je voulais venir, donc, est-ce qu'il y a une stratégie ou des demandes de ces grands constructeurs, de ces GAFAM, pour qu'ils puissent venir? Est-ce qu'on est prêt à les accueillir, à leur protéger? On est un pays continent et ça serait
très intéressant pour nous, même économiquement, d'avoir des investisseurs étrangers directs, de ramener ces géants chez nous pour héberger la donnée ici et profiter de ces solutions. Dans le cadre de la loi. Exactement. Une fois, et dans le cadre du respect de la réglementation, il faut Il n'y a rien qui en l'empêche. Bien sûr, il faut créer une entité de droit algérien. Après, au même titre que dans les autres secteurs, donc l'investisseur peut être un investisseur étranger, comme il peut être un investisseur national. Là, bien sûr, il y a d'autres. Il y a un texte d'ailleurs qui est en cours d'examen sur le code de l'investissement et ça concerne tous les investissements. Tous les secteurs. Voilà. Maintenant, pour revenir au service d'hébergement et particulièrement, j'allais dire pour les opérateurs qui sont installés en Algérie et qui veulent investir dans ce segment, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des mesures d'encouragement? Est-ce que bien entendu, nous sommes ouverts. Encore une fois, Aucune piste n'est exclue. Bien entendu, comme je vous ai dit, quand j'ai dit on apporte le soutien, après il y a ces régimes d'avantages où là sont régis par d'autres lois, d'autres textes. Mais d'une manière générale, j'invite encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des questions, je peux comprendre, avant vraiment de prendre la décision, on peut avoir besoin de plus de clarification. C'est notre devoir d'apporter le maximum de clarté et le maximum de réponses. Il peut y avoir des conditions auxquelles peut-être on n'est pas en mesure aujourd'hui de dire oui. D'accord? Mais ça, c'est par rapport, encore une fois, aussi à l'intérêt national, par rapport à l'intérêt des clients de ces opérateurs. Vous savez, quand vous êtes dans une position où vous devez faire des policies, des public policies, Monsieur le ministre des Startups l'a évoqué hier Et policies dans sa il faut conférence, trouver un effectivement, équilibre entre trop réglementé Tu la réglementation. et le peu laxisme réglementé. total. Voilà. Parce que peu réglementé au point où le consommateur n'est pas protégé, d'accord, par rapport, encore une fois... Ça, c'est le peu réglementé. Ça, c'est le pas réglementé qui peut, encore une fois, produire des effets différents. Et c'est pas ce qui est attendu, encore une fois, du régulateur. Exactement. Trop régulé ou trop réglementé, on peut comprendre que ça crée trop de... Donc on essaye de trouver le juste équilibre. Cet équilibre, on le trouve dans le dialogue, dans l'échange. Et comme je vous ai dit, nous sommes disponibles s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui ont des difficultés. La porte du ministère est ouverte et c'est notre devoir et c'est notre job de les accompagner pour qu'ils donnent vie à leurs idées et à leurs projets. Parfait. Monsieur le ministre, vous avez annoncé une augmentation, pour changer un peu de thématique, de l'ordre de 40% du parc de distributeurs automatiques, les fameux DAB, pour l'année 2022, avec l'entrée en exploitation de quelques 600 nouveaux DAB à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît? Très bien. Cela m'amène à un autre volet très important, encore une fois, pour le secteur de la poste et des télécommunications, qui sont les services fournis notamment par Algérie Post, mais par les opérateurs postaux d'une manière générale. Je pense à Algérie Post aujourd'hui et nous permet de déployer un certain nombre de stratégies et de politiques nationales. De par son parc de... Il y a 1400 DAB, il me semble, actuellement. Au-delà des GAB, il y a d'abord les clients d'Algérie Post, plus de 20 millions de comptes CCP, d'accord. Il y a ensuite le réseau d'Algérie Post, qui est l'un des réseaux les plus denses. Algérie Post est une, j'allais dire, des entités qui soient le plus proches du citoyen. On trouve des bureaux de poste dans les coins, encore une fois, les plus éloignés, dans les localités les plus reculées. Le réseau des bureaux de poste physiques dépasse les 4100 bureaux de poste. Nous avons un objectif aussi important dans le cadre du plan d'action du gouvernement, c'est celui de moderniser aussi et d'améliorer la qualité du service public. Améliorer la qualité du service public dans le domaine de la poste signifie pour nous continuer à développer le réseau postal, mais signifie aussi réhabiliter les bureaux de poste qui, certains d'entre eux, n'arrivaient pas, à travers l'infrastructure dont ils disposaient, n'arrivaient pas à offrir ce service d'accueil
attendu par le client. Parfois, on n'arrivait pas à offrir des conditions de travail aussi des employés d'Algérie Post qui leur permettent justement d'effectuer leur travail dans les conditions. Je vis dans un quartier populaire que je ne vais pas citer, je peux en témoigner. Ouais. Effectivement, la Donc, Poste, il y a un effort important qui est consenti par l'État aussi pour que les bureaux de poste, encore une fois, soient plus nombreux et soient réhabilités. Et il y a eu des centaines de bureaux de poste qui ont été mis en service durant les 2 dernières années, soit suite à une construction, soit suite à un aménagement, soit suite à une réhabilitation. Mais si nous analysons les opérations, encore une fois, qui sont réalisées sur les guichets des bureaux de poste, il y a une bonne partie de ces opérations qui sont des opérations de retrait, ou même d'autres opérations, d'ailleurs c'est l'occasion de parler du GAB au lieu du DAB, qui peuvent être aussi réalisées via des ATM machines, donc via des guichets automatiques. Et là, effectivement, jusqu'ici, Algérie Post avait déployé un parc qui a atteint 1400 distributeurs opérationnels, et un effort important de la part de l'État, c'est un investissement sur 600 GAB supplémentaires sur une année. C'est-à-dire qu'il y a augmentation de 40% du parc en une année. Et nous avons d'autres projets dans le plan d'action, encore une fois. Évidemment, l'interopérabilité était une étape, était un jalon très important. Voilà. Donc, ça va, les distributeurs vont nous permettre de rapprocher, là aussi, le service aux citoyens, la pression, de diminuer la pression et la charge au niveau des guichets. Ça va nous permettre aussi d'introduire une certaine évolution dans notre comportement sur le retrait, parce que au-delà de l'augmentation du nombre de distributeurs, nous avons un système en place qui nous a permis d'améliorer la disponibilité des distributeurs à travers des tableaux de bord, des suivis en temps réel et une mobilisation de toutes les équipes pour que entre 7h du matin et 20h du soir au moins, les distributeurs soient tout le temps alimentés, notamment durant les week-ends. Surtout. Et donc là, je peux comprendre, on peut toujours me citer un exemple où un citoyen s'est présenté au guichet, enfin quand je dis un, c'est pas un, mais on parle encore une fois d'un parc de 1400, mais je peux vous assurer, et j'espère encore une fois que les citoyens peuvent le confirmer, il y a un effort qui est déployé pour que la disponibilité des distributeurs soit au niveau le plus élevé. Là, l'objectif minimum qu'on a, c'est 80%. Et on essaye d'arriver vers plus. Donc, après, c'est la fin des perturbations qu'on a connues ces derniers mois, monsieur le ministre. Des perturbations sur les distributeurs. La disponibilité des liquidités, les distributeurs. Le problème je pense encore une fois. J'étais obligé de vous poser la question. Oui, on n'a plus. Ça fait maintenant plusieurs mois, j'allais dire, plus d'une année, enfin presque, où le problème, encore une fois, ne se pose plus. Il y a une cellule, il y a de la coordination, il y a aussi de l'anticipation, de la proactivité. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à l'occasion de Shahr Ramadan. Voilà. Surtout qu'on a eu 5 jours de... Voilà, et vous avez vu, alhamdoulilah, j'espère encore une fois que nos concitoyens ont senti cette amélioration sur le service de la Poste d'une manière générale. Maintenant, parce que les ressources ne sont pas infinies, et parce que les attentes sont très importantes. Nous avons aussi eu une approche d'optimisation et de mutualisation de tous les moyens et les ressources qui existent. C'est-à-dire, nous avions 2 systèmes qui évoluaient en parallèle. Le système utilisé par les banques et autour de la carte de paiement électronique CIB et la carte de retrait, et le système d'Algérie Post autour de la carte Dahabia. Et depuis donc 2020, donc ça s'est achevé en 2021, il y a la on a commencé en 2020 pour mettre en place une interopérabilité entre les 2 systèmes. Qu'est-ce que je veux que nos concitoyens retiennent de la valeur ajoutée de cette interopérabilité? Avant, il fallait, si j'ai une carte d'Dahabia, il fallait que je me dirige vers un GAB d'Algérie Post pour pouvoir retirer de l'argent, même si à quelques mètres de mon domicile, il y avait un distributeur à une banque et qui était alimenté. Là, je peux me diriger vers n'importe quel distributeur. Et vice-versa. Et l'inverse est aussi vrai. Si je suis porteur d'une carte CIB et j'ai besoin de retrait
d'une opération, de réaliser une opération de retrait et le plus proche distributeur, c'est celui de la Poste, je peux bénéficier du service. La même chose pour les terminaux de paiement électronique, pour les TPE. Avant, il fallait que les commerçants disposent de 2 TPE différents. Pour Dahabia et CIB. Il reconnaît la CIB ou l'autre il reconnaît Dahabia. Là, c'est... Et la dernière étape qu'on a clôturée FIF 2021, c'est l'interopérabilité sur le paiement électronique aussi. D'accord. Et donc, ça nous permet de mutualiser, encore une fois, les moyens qui existent, tout en améliorant la qualité du service public offert à nos concitoyens. Monsieur le ministre, excuse-moi. Monsieur le ministre, je vais toujours me lever déjà là. Matrache, c'est toujours dans le même sujet. Par rapport aux moyens de paiement, les TPE, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, au niveau des postes, il n'y a toujours pas eu de TPE au niveau de la Poste pour acheter et utiliser les services de la Poste. Par exemple, ça m'est arrivé il y a à peu près 3 mois d'aller acheter la fameuse vignette pour la voiture, sauf que il fallait que je paye cash et non pas, j'ai demandé pourquoi il n'y a pas un TPE. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est une bonne question. Surtout quand on veut améliorer et aller vers le paiement électronique. Bien entendu. Ça fait partie, encore une fois, de toutes les choses que nous devons continuer à travailler pour améliorer. Pour un dernier mot sur les distributeurs, un guichet automatique de billets aujourd'hui, pas uniquement un DAB, permet de faire d'autres opérations à part le retrait. Et je profite encore une fois de l'occasion que vous me donnez pour informer nos concitoyens que, par exemple, pour faire un virement CCP vers CCP, c'est tout à fait on peut le faire via c'est tout à fait possible, et éviter encore une fois d'aller solliciter le guichet. Et il y a plein d'autres opérations, il y a plein de tutoriels qui sont publiés dans les pages des réseaux sociaux d'Algérie Post. J'invite nos concitoyens à découvrir la panoplie de services qui est offerte, encore une fois, à travers ces machines, mais aussi en ligne, notamment à travers l'application Belidimob, qui tout le monde témoigne encore une fois, et on le voit à travers le nombre de transactions, à travers l'adoption, a apporté une valeur ajoutée significative dans l'amélioration de la qualité de service offerte par Algérie Post. Très bien. Karim Balk, il nous reste une demi-heure d'émission. D'accord, moi, si vous permettez, monsieur le ministre, moi je reviens un petit peu en arrière à propos des data centers ou d'autres activités, c'est-à-dire dans le même sens. Est-ce que il y a un effort qui est fait, qu'on remarque et qu'on a vu, tout le monde le sait, du ministère des startups. Votre ministère aussi, il y a eu beaucoup d'améliorations pour la vie du citoyen par rapport au service. Mais parlons de mon sujet préféré, les startups. Oui. Est-ce qu'il y a une éventualité qu'il y ait échange de bons procédés ou échange dans l'intérêt de l'économie nationale de faire participer des startups qui ont par exemple eu le label, qui voudraient éventuellement, ou le projet c'est de créer un data center mobile ou toute innovation qui puisse servir le groupe Télécom Algérie pour l'intérêt du citoyen, et qu'il y ait un partenariat public-privé tout en ayant, c'est-à-dire Algérie Télécom peut rentrer dans le capital de cette start-up ou investir donc ça soit de sa responsabilité sociétale. Filiale. Je sais pas, je réfléchis à haute voix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans ce oui, ordre? C'est probablement une question qui est plus à poser à Algérie Télécom ou au groupe Télécom Algérie. Oui. Encore une fois, Algérie Télécom est une société par action, filiale d'un groupe. Je pense qu'Algérie Télécom a déjà eu des expériences par le passé sur une spin-off, par exemple, qui est devenue une filiale. La possibilité existe. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas répondre à l'absolu. C'est une affaire d'intérêt, j'allais dire, business. Je pense que Algérie Télécom, au même titre que n'importe quelle autre entreprise, s'il y a un intérêt, bien sûr, il y a un cadre réglementaire qui régit ça, mais il faudra déjà qu'il y ait le souhait et l'intérêt. Maintenant, au-delà de cet exemple en particulier, Algérie Télécom et toutes les entreprises, les grandes entreprises du secteur, nous avons conscience, dans le secteur de la poste et des télécoms,
qu'à travers ces projets ambitieux que je viens de citer, connecter 6 millions de foyers, déployer du FTTH, faire migrer, développer le réseau international, déployer la 4G sur le territoire national, augmenter la bande passante, tout ça, c'est des investissements très très importants. C'est un effort de la part des opérateurs, de la part de l'État. Nous voulons que cet effort ait un impact au-delà, un impact positif au-delà de l'atteinte des objectifs du secteur. Les objectifs du secteur, c'est le nombre d'abonnés, c'est le débit, mais au-delà de l'atteinte des objectifs du secteur, nous considérons que c'est une opportunité pour le secteur d'avoir un impact au-delà, un impact notamment sur le plan économique. Et quelques exemples pour illustrer ce qui a été fait jusqu'ici. Revenons encore une fois à toutes ces cités, à tous ces pôles urbains où le FTTH se déploie tous les jours. Des centaines de chantiers sont ouverts en même temps. Qui sont les entreprises qui sont en train de raccorder, de faire le dernier? Je pense que c'est des startups et des micro-entreprises. Peuvent être des startups si ils ont le label, mais sinon c'est des micro-entreprises. Voilà, plus de 1900. Voilà. 1900 lots, de réalisation ont été signés avec des micro-entreprises en 2021. Et nous continuons. Et c'est du gagnant-gagnant parce que d'un côté, encore une fois, ces projets ont un impact pour un tissu de micro-entreprises qui généralement c'est des micro-entreprises fondées par des jeunes qui ont été formés par l'université algérienne ou par des centres de formation ou des instituts et qui ont pris la décision d'entreprendre et qui à travers ces projets de sous-traitance ont la possibilité de participer, de contribuer à l'édification d'une infrastructure critique pour leur pays. Et donc, c'est un partenariat qui permet à Algérie Télécom d'aller en parallèle et d'engager ces nombreux chantiers en même temps pour avancer et rattraper le retard dans les plus brefs délais. De l'autre côté, c'est des entreprises qui ont un plan de charge. Je rencontre souvent ces entreprises, pour ne pas dire tout le temps, dans mes visites sur le terrain, et je suis ravi de voir certaines d'entre elles, 10 employés, certains jusqu'à 20. Et donc ça c'est un exemple sur comment aussi les entreprises du secteur, d'une manière générale, tous les opérateurs, je parle encore une fois des grandes entreprises, ont cette opportunité, encore une fois, d'avoir un impact au-delà de l'atteinte de leurs propres objectifs. Et bien sûr la même chose avec les startups, nous devons trouver les mécanismes pour là aussi bénéficier de la capacité d'innovation, de la capacité de créativité de ces startups. Parfois, nous avons besoin d'apprendre aussi ou d'amender certaines de nos procédures pour pouvoir les adapter, pour pouvoir travailler avec des entreprises startups. Mais il y a déjà des exemples, j'espère qu'il y aura des exemples un peu plus j'allais dire flagship, mais premium. La volonté, voilà, premium, mais la volonté existe. La coordination entre le ministère de la Poste et des Télécoms avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, mais aussi avec le ministre délégué chargé des micro-entreprises et avec tous les autres départements ministériels. Nous travaillons en équipe, encore une fois, pour justement identifier à chaque fois qu'il y a des opportunités de synergie et d'optimisation, avoir un meilleur impact. Parce que, j'insiste et je répète, l'effort attendu nécessite des ressources importantes. Quelles que soient les ressources dont nous disposons, elles ne sont pas infinies. Nous avons aussi l'obligation d'optimiser leur utilisation par de la mutualisation, par des solutions, encore une fois, intelligentes, par de la collaboration, d'une manière générale. Parfait. Il y a quelques jours, monsieur le ministre, vous étiez sur le terrain à Wahran pour justement le lancement prochain de la phase de test technique à l'occasion des Jeux méditerranéens de Wahran. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que ça va être opérationnel ou est-ce que ça en est? Où en est cette phase de test justement? Alors, c'est vrai que les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est un événement important. Encore une fois, nous sommes tous mobilisés pour en faire un événement, Inch'Allah, qui va mettre en avant les nombreux atouts.
que nous avons aujourd'hui en Algérie et à Oran pour l'occasion. Et bien sûr, dès le début, nous avons senti l'importance de notre secteur pour nous assurer d'abord de la disponibilité d'une infrastructure qui soit au niveau requis. Mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises du secteur de showcaser la technologie, de montrer ce qui est possible. C'est aussi, pour être honnête avec vous, une opportunité aussi de piloter certaines choses pour voir combien ça coûte, comment nous pouvons aussi plus tard est-ce qu'on est prêt pour ce genre de projet? Et donc, on a travaillé avec toutes les parties prenantes et il y a eu beaucoup de choses, encore une fois, qui ont été réalisées, qui sont prêtes. Certains sont en phase de test aussi. Mais d'une manière générale, ce que je peux dire par rapport à la préparation des Jeux méditerranéens d'Oran, d'abord, nous nous sommes assurés que les sites qui vont avoir les manifestations sportives soient équipés, encore une fois, des capacités de télécommunication nécessaires, avec la redondance nécessaire, pour permettre très sollicité justement. Voilà, pour permettre justement de répondre à tous les usages. Nous avons, à titre d'exemple, sur le grand stade d'Oran, déployé du Wi-Fi. Nous avons déployé aussi du indoor pour certains opérateurs. Il y a eu juste à côté, encore une fois, de nouvelles installations pour que la couverture d'une manière générale soit optimale. Oran soit au niveau de standards internationaux. Et encore une fois, j'espère que les citoyens d'Oran, même avant les Jeux, ont commencé à sentir une différence auprès des différents opérateurs mobiles, entre autres. Nous avons mutualisé là aussi les moyens. Donc il y a des liaisons par satellite pour de la redondance, il y a des liaisons par fibre optique et il y a bien sûr des liaisons radio. Au niveau du village méditerranéen, nous nous sommes assurés aussi à ce que nos invités, les athlètes et les délégations qui les accompagnent aient les moyens de communication nécessaires qui leur permettent, encore une fois, de rester connectés avec les leurs ou de réaliser tout ce dont ils ont envie de réaliser avec l'Internet. Donc il y a eu un investissement important, il y a eu une feuille de route. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont eu cette attitude volontaire de relever le défi. C'est un défi aussi, les Jeux méditerranéens d'Oran, pour nos ingénieurs. Quand je dis nos ingénieurs, tous les ingénieurs du secteur. Parce que souvent, on a besoin comme ça d'exercices ACDA pour montrer être sous pression, et voir qu'est-ce que nous pouvons atteindre. Et j'espère, encore une fois, Inch'Allah, que aussi bien... et de toute façon, c'est un investissement qui va continuer à bénéficier à Oran au-delà des Jeux méditerranéens. Mais bien entendu, après les Jeux, bien entendu, c'est pas conjoncturel. Non, bien entendu, ce genre d'infrastructure, c'est pas du portatif. Donc, quand on le met pour de bon. Et comme je vous ai dit, c'est un bon exercice pour nous, pour avoir un certain nombre d'éléments d'information, pour voir aussi comment nous avons cette ambition, encore une fois, d'offrir et de doter notre pays d'une infrastructure TIC qui soit à la hauteur des aspirations de notre population et des objectifs et des ambitions de notre pays et de notre économie. Monsieur le ministre, nous avons rêvé du 5 mégas. Et nous avons eu du 10 comme débit minimum. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi rêver d'un débit minimum beaucoup plus important que les 10 mégas? Très bien. Encore une fois, si vous êtes abonné, raccordé avec du FTTH, il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui de passer jusqu'à ça. Un prix abordable? Les équipements, vous avez vu la baisse des prix sur 100 mégas en une année. Maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui vous empêche de passer à des débits supérieurs. Et donc, j'invite nos concitoyens qui ont besoin de plus de 10 et qui ont la possibilité de souscrire à un abonnement de plus de 10, de le faire. Voilà. C'est pas, monsieur le ministre, je m'excuse, mais ma question était le débit minimum. Maintenant, il n'y a pas Maintenant, le débit minimum, bien sûr, nous continuons à travailler. Encore une fois, c'est Algérie Télécom
et l'opérateur, encore une fois, commercial. Mais je peux vous dire, je pense pas que je m'avance sur... Il y a une volonté, encore une fois, d'offrir le meilleur service à nos concitoyens, au prix qui soit le plus abordable. S'il y aura possibilité, je pense qu'Algérie Télécom n'hésitera pas à le faire. Nous avons entendu que le débit va augmenter, c'est sûr. On l'espère tous. Hein. On a l'objectif d'améliorer et on continuera, Inch'Allah, à améliorer. Vous savez, Malish, encore une fois, quand on était, encore une fois, on revient au début, et il y avait 2 choix stratégiques à faire. Un premier choix, c'est de dire on va prendre le temps, mais vraiment de mettre en place ce qu'il faut. Mais à ce moment-là, il faudra que les gens patientent avec nous 2 ans peut-être. Ou bien adopter une autre stratégie, qui est celle d'une amélioration graduelle, mais continue, constante. Et nous avons adopté cette stratégie, celle d'apporter des améliorations intermédiaires, graduelles, mais régulières. Et vous avez vu, comme je vous ai dit à travers beaucoup d'exemples, comment il y a eu cette constance dans l'amélioration, et nous sommes mobilisés pour maintenir cette constance dans l'amélioration de l'infrastructure d'une manière générale, que ce soit dans la disponibilité ou dans la qualité. Il nous reste un petit quart d'heure d'émission. On va aborder une thématique qui est chère à notre ami Jalal Abdallah, en l'occurrence la cybersécurité. Jalal, tu as une question pour le ministre? Oui, en fait, en matière de cybersécurité, quand on parle de matière en cybersécurité, on parle toujours de souveraineté numérique, de protection de données. On a vu ces derniers jours qu'il y a eu la désignation d'un comité par rapport à la loi 1804, si je me trompe. Non, c'est pas la 1804, c'est celle des communications. C'est la 1807. La 11, non. La toute dernière où il y a eu les comités, il y a eu un comité. 1807. 1807, voilà, c'est la 1807. Je voudrais avoir votre. On va voir s'il y a quelqu'un qui peut nous aider par ça. En direct. Mais je pense que c'est la 1807. Mais il y a une loi, effectivement, qui concerne la protection des données. Et on a vu dernièrement la désignation d'un comité de l'autorité oui. Pour. Alors, je voudrais bien avoir votre commentaire dessus. C'est quoi la prochaine étape? Alors, la loi que vous venez de mentionner, donc c'est une loi qui a été initiée par le ministère de la Justice, pas par le ministère de la Poste et des Télécommunications. Mais je peux en parler d'une manière générale. Encore une fois, ces ramifications sont touchées votre secteur. Un point important par rapport au texte de loi. Nous avons aussi, comme je vous ai dit, un objectif de publier tous les textes d'application par rapport aux lois qui existent. Maintenant, peut-être certaines lois ont besoin d'être amendées, ou là on a besoin de nouvelles lois, mais au moins celles qui existent et qui n'ont pas besoin d'être amendées, on a aussi cet objectif d'accélérer la publication de tous les textes d'application pour que ces lois produisent les effets attendus. Et donc, sur la loi en question, je pense que la mise en place de l'autorité est un signe justement sur la volonté d'aller de l'avant pour que les dispositions qui sont prévues par la loi puissent être mises en œuvre à travers toute les infrastructures, les structures déjà, donc dans l'autorité, et éventuellement s'il y a d'autres textes nécessaires. Ça c'est d'un point de vue légal, monsieur le ministre. Oui. Qu'en est-il du point de vue infrastructure Alors, la loi dont on est en train de parler, c'est la loi, encore une fois, pour la protection des données personnelles. D'accord. C'est pour expliquer un petit peu, c'est une loi qui va permettre de dire, lorsque vous sollicitez des données personnelles, des informations, l'un d'un client ou l'un d'un employé, qu'est-ce que vous pouvez solliciter et qu'est-ce que vous ne pouvez pas. Au fait, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est le principe de vous solliciter ce dont vous avez quelles sont les informations que vous pouvez demander, n'est-ce pas? Après, à partir du moment où vous les avez sollicitées, le citoyen vous les a données, vous avez des obligations. Des obligations de les stocker d'une manière sécurisée. Des obligations d'en donner accès que ceux qui en ont besoin et qui sont autorisés. Donc vous voyez, ça va nous permettre, là, encore une fois, clarifier. Sur les autres aspects, on est en train de travailler pour pousser l'adoption, pour pousser à plus de numérique. Et en même temps, rappelez-vous, on a cette obligation pour que ça se passe dans des conditions bonnes pour les citoyens, pour l'économie et pour la société.
Et donc cette loi, elle est là pour encadrer aussi un petit peu l'adoption, le développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Enfin, la loi existe, elle est déjà applicable. Mais là, on aura même un organe qui va pouvoir contrôler, qui va pouvoir... Dépassement éventuel. Voilà, exactement. Donc ça, c'est par rapport au texte de loi. Maintenant, par rapport à la cybersécurité d'une manière générale, je pense que c'est une stratégie qui comporte différents aspects. L'aspect sur lequel je souhaite parler et profiter de cette occasion, c'est un aspect qui nous engage tous. C'est un aspect par rapport à la sensibilisation, par rapport à la formation, par rapport à l'éducation. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cet espace virtuel. Nous savons très bien qu'encore une fois, la technologie, bien sûr, procure beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Il y a des exceptions, des situations où malheureusement, certains mal intentionnés peuvent aussi exploiter cette technologie, mais pour des fins nocives, pour nos concitoyens ou pour notre pays. Et nous avons tous, encore une fois, cette responsabilité de joindre nos efforts par l'élévation de notre niveau de conscience lorsque nous sommes sur l'espace virtuel, pour rester d'abord vigilants, pour ensuite ne pas permettre à, encore une fois, des mal intentionnés de nous faire du mal. Et donc, il est de notre responsabilité, s'il y a, encore une fois, une information qui est fausse ou que nous n'arrivons pas à vérifier l'authenticité, il est de notre responsabilité de ne pas la propager. N'est-ce pas? C'est la lutte contre les fake news. Entre autres. Voilà. Il est de notre responsabilité aussi de faire attention quand on nous demande, on nous envoie un mail et on nous demande d'ouvrir un lien, vous avez gagné $1 million. Si seulement. Ou d'avoir le réflexe et tout ça. Voilà, d'avoir le réflexe de se poser la question, ou au moins de vérifier l'adresse, est-ce qu'elle vient bien de ce qu'il y a comme objet, ou là. Et ça, bien sûr, il y a un effort de formation à faire à tous les niveaux. Au niveau des entreprises, au niveau des employés. C'est ce qu'on essaie de faire modestement dans l'émission aussi. Au niveau des employés, mais aussi au niveau, encore une fois, de tous les espaces où nos concitoyens peuvent apprendre, peuvent acquérir des compétences qui leur sont critiques et essentielles pour prospérer dans cette ère du digital. Il y a bien sûr un autre aspect qui est celui de moyens de défense et de sécurité. Et bien sûr, là aussi, bien sûr, il y a des structures, il y a des services compétents, il y a des choses, encore une fois, qui sont faites pour que, encore une fois, on essaye de renforcer nos moyens de sécurité. Mais comme je l'ai dit, c'est très important que la société d'une manière générale et que l'écosystème du numérique, parce que l'écosystème du numérique, pour qu'il puisse prospérer, il a intérêt à ce que la confiance s'instaure dans le numérique. Et pour que la confiance s'instaure dans le numérique, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour justement, encore une fois, d'une manière préventive, d'accord, éviter exceptionnellement, comme je l'ai dit, des malfaits qui peuvent provenir de parties malveillantes ou mal intentionnées. Ce que je peux vous dire par rapport aux télécoms, bien sûr, nous essayons de prendre le maximum de mesures par rapport à des solutions qui nous permettent de renforcer la sécurité. Mais j'insiste beaucoup, si vous avez un site web et il est hébergé chez un hébergeur ou là chez un des opérateurs, il est quand même de votre responsabilité à ce que le site web soit sécurisé par son code, par un certificat SSL. Donc là aussi, les développeurs de sites ont une responsabilité. Parce que je ne vais pas rentrer dans des détails encore une fois. Il nous reste 2 minutes et je voulais poser une question un peu... Des fois, on pense qu'un site web est une affaire de communication. Ben non. C'est vrai, quelque part, c'est un contenu informationnel. Mais il peut y avoir une structure de communication qui n'a pas les compétences
techniques nécessaires sur des aspects d'informatique ou Sécurité. de cybersécurité. De porte ouverte. Donc, Porte dérobée. l'idée, c'est de collaborer, encore une La fois, synergie des deux. de la synergie des deux. Parce que, comme je l'ai dit, si nous oublions de fermer certaines portes, si nous oublions de mettre Des garde-fous. des garde-fous, nous pouvons après, encore une fois, subir des choses qui ne sont pas Ne créons pas agréables, notre pour ne pas propre dire. vulnérabilité. Voilà. Donc c'est ça, quand je dis la prise de conscience, c'est vraiment ici. Et là, notre responsabilité, autant qu'acteurs du numérique, nous sommes les premiers responsables pour sensibiliser les parties avec lesquelles nous interagissons. Nous sommes censés les conseiller. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, voilà. Et au-delà de cela, encore une fois, le partage sur les réseaux sociaux, la vérification. Je pense qu'il y a des actions qui sont faites par le secteur en collaboration avec le ministère de la Communication aussi envers les médias et la grande famille de la presse et des médias pour aussi faire des formations et élever le niveau, encore une fois, de sensibilisation de toutes les parties qui sont impliquées. Très bien. Dernière question de Jalal, très courte s'il te plaît. Il nous reste 2 minutes d'émission. Monsieur Bébé Sélikil, une dernière question. La signature électronique devient un besoin indispensable pour plusieurs projets digitaux. Qu'en est-il? Où est-ce qu'on en est? Très bien. On attend l'AECE avec impatience. Alors, la signature électronique, il y a un schéma national. Donc, il y a une agence nationale de la certification électronique qui se décline en deux structures. Donc, la GCE pour la certification électronique pour le gouvernement et les entités gouvernementales. Cette branche, elle est 100% opérationnelle. Et j'espère encore une fois qu'il y aura de plus en plus d'administrations qui vont solliciter les services de la GCE pour c'est l'évolution logique et normale de la chose. pour de la signature électronique, mais aussi pour de l'authentification, mais aussi pour l'horodatage, pour plein de services, encore une fois, qui sont fournis aujourd'hui par la GCE. Ensuite, il y a effectivement la branche économique, où ce sont normalement des entreprises qui vont avoir un agrément de l'agence économique de la certification électronique dans le cadre du dispositif réglementaire actuel. L'AECE est mise en place, c'est au fait la RPCE qui joue ce rôle. Il reste juste une dernière structure, encore une fois, c'est ANCE pour approuver les cahiers de charges qui sont prêts. Et normalement, là aussi, c'est au même titre que les cahiers de charges. Donc le cahier de charges est prêt? Le cahier de charges est prêt. Il y a une structure à mettre en place pour qu'elle approuve ce cahier de charges et que les opérateurs puissent commencer à offrir des services de certification électronique. De toute façon, il y a un moratoire, il y a une période de... Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de septembre, Inch'Allah, 2022, on va avoir les data centers, les autorisations. On commencera, les gens pourront sortir les cahiers des charges pour les data centers, pour les agréments oui, et la mais certification. pour les autorisations, c'est clair. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous sommes à un stade très avancé et j'espère que ça se passera beaucoup plus tôt. Plus tôt. Maintenant, Excellent. des constructions de data centers, ça je pense c'est les investisseurs. Non, non, mais pour les agréments. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous avoir fait l'honneur de venir dans Médiatique. Merci beaucoup à Jalal Bouabdallah d'être l'initiateur de cette invitation. Merci beaucoup à Karim Barek de nous avoir accompagnés durant ces 2 heures d'émission. Quant à toi, qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3, est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Chambre.